J'ai vu beaucoup de films récemment et j'ai envie d'en parler. Salut à tous, ici Reg. Voici mon avis sur les œuvres que j'ai vues récemment, ce dernier mois environ. Il n'y aura pas d'ordre précis, je vous mets évidemment dans la description le cadre épinglé des timecodes par œuvre. Je vais pas revenir sur tous les films sur lesquels j'ai des vidéos dédiées, mais je vais revenir sur les films qu'on a évoqués dans l'émission Rage Bait. Comme ça vous avez un peu mon avis plutôt que celui des invités aussi. C'est un avis rapide, pas une critique, pas de spoiler évidemment, sauf pour Bugonia. Bugonia, je le mettrai tout à la fin ce film. Il y aura une partie sans spoiler et une partie spoiler pour Bugonia, mais la partie spoiler sera vraiment tout à la fin. Et je compte sur vous pour me donner votre avis sur ces films dans les commentaires. Je vais commencer avec un film qui m'a valu une véritable shitstorm sur Twitter, c'est le film Jeanne Dielman, 23 quai du commerce 1080 Bruxelles. J'ai réessayé de le voir parce que je l'avais déjà vu à l'époque, il m'a pas du tout plu. Là, j'ai réessayé de le revoir et c'est honnêtement toujours pas pour moi. Alors, faut savoir qu'à chaque fois que je l'ai vu, ce film, je l'ai vu chez moi. Je l'ai pas vu dans une salle de cinéma et je pense qu'au cinéma, ça doit être vraiment bien. Et je comprends vraiment pourquoi les gens aiment ce film. Hein. C'est littéralement l'histoire d'une femme qui fait des tâches ménagères pendant 3 heures avant de comprendre le vrai truc du film, le vrai sens de l'histoire, mais j'avoue que pour le coup à la maison, c'est dur d'être absorbé par le film, parce que c'est littéralement 10 minutes, par exemple, d'une femme qui va remettre ses draps, qui va éplucher des pommes de terre, faire à manger, des choses comme ça. Et le sujet, il est clair et net, hein, c'est l'invisibilisation du travail de la femme, le poids de cette routine millimétrée sur elle, psychologiquement et physiquement, au point que ça en devienne dramatique pour ceux qui ont vu le film, et c'est à chaque fois des longs plans fixes qui durent de nombreuses minutes, et on voit le poids qu'elle subit du patriarcat, et c'est la force du film, c'est qu'elle se plie régulièrement aux demandes des hommes autour d'elle, elle est clairement réduite à son rôle de femme au foyer, sans remerciement, et la structure et la durée du film servent le propos politique, c'est ça qu'elle voulait faire Ackerman dans ce film. La réalisatrice, c'est vraiment la déshumaniser et dire que voilà, c'est ça le rôle d'une femme dans son film, et critiquer ça, c'est ça que je trouve aussi intéressant dans l'œuvre, et je vois beaucoup de qualités objectives au film, et je comprends que c'est l'intérêt même de subir le film en même temps qu'elle le subit, parce que parfois elle va faire une tâche ménagère, puis elle va la répéter plus tard dans le film, mais pas de la même manière, elle va le faire différemment, tu vas sentir ce vide en elle et tout, et c'est objectivement, je pense, un très grand film, et ça m'étonne pas qu'il soit dans le top de plein de personnes, que c'est un chef-d'œuvre parmi beaucoup, mais encore une fois, à la maison, c'est dur, parce que l'expérience, le fait d'être absorbé par ça, c'est compliqué à titre personnel. C'est le genre de film, tu comprends pourquoi il est excellent, tu comprends pourquoi les gens l'adorent, mais moi, à titre personnel, les 3h20, parce que c'est super long comme film, je m'emmerde devant. Et c'est le principe, c'est le but. Mais je pense qu'en salle, voir cette femme faire sa routine et tout, c'est un peu différent. À la maison, franchement, j'ai fait 2 pauses café, je me suis fait un café, je suis revenu, j'ai mis en pause le film évidemment, mais c'est un truc où j'arrivais pas à être dedans. Tu vois, c'est pas une œuvre épique, au contraire, c'est hyper intimiste, c'est tout petit, et je comprends pourquoi les gens aiment. Je le répète, parce que sur Twitter, les gens m'ont dit « Ouais, faux cinéphile, t'as rien compris au film ?» J'ai compris le film, pour le coup, juste... Bah, je me suis emmerdé devant, quoi. Voilà, je vais le dire. Je me suis emmerdé, c'est comme ça. Mais voilà, pour les gens qui veulent être absorbés par la femme qui vit ici quelque chose de normal, de banal, jusqu'à certains événements qui changent pas mal les choses, vous allez adorer. Mais encore une fois, moi, je suis non pas passé à côté, mais je le reverrai pas avant 10 ans. Peut-être dans 10 ans, séance au cinéma, je réessayerai, pourquoi pas. Ensuite, j'ai envie de parler de L'Ange ivre, qui est un film complètement différent, le film de Kurosawa de 1948, et je l'ai découvert aussi parce que c'est Grim Kujo qui l'avait conseillé pour l'émission Rage Bait, et c'est l'histoire d'amitié entre un gangster et un médecin dans une ville poubelle industrielle en pleine décomposition. C'est le Japon en pleine reconstruction aussi, qui dépeint une situation économique, sociale, d'un pays qui souffre d'une maladie, de l'addiction et de crimes, évidemment, et c'est un film qui est en recherche de stabilité. Comme les personnages qui sont à l'image de cette ville, ils seront blessés, traumatisés, mais avec cette envie de s'épanouir pendant que l'alcoolisme fait des ravages, pendant que le rejet de la médecine détruit complètement la société. Et c'est l'amitié entre ce docteur et le Yakuza qui seront le cœur émotionnel du film. Il y a à la fois une douce mélancolie qui dégage de l'œuvre, mais aussi un amour de la vie. C'est ça qui est bien, parce que leurs interactions, tu sais pas si c'est un peu des frères entre guillemets, si c'est un père et un fils, c'est ça qui est intéressant. Et Kurosawa, il arrive à montrer l'évolution de leur relation juste par leur place dans le cadre, les regards des autres sur eux. Il y a une scène assez forte, il y a le Yakuza qui va faire un truc spécifique et les femmes de la scène vont le regarder avec beaucoup de pitié et beaucoup de mépris, parce que ces hommes-là sont un petit peu pathétiques, donc je trouve que c'est assez bien fait de ce point de vue-là. C'est un film qui dure 1h40 et ça va très vite parce que c'est beaucoup de dialogues, beaucoup d'intrigues différentes, c'est très dense, il y a beaucoup de changements d'ambiance, ça passe de l'été au froid à un moment, c'est à la fois une romance, à la fois un film de gangster, un film de crime, un film où on dirait un rêve fiévreux à certains moments, parfois c'est même un petit peu fantastique,
fantastique. C'est un film sur la vie qui se perd, qui se gagne dans une triste fresque d'une nation abattue sous tutelle des Américains. Et c'est évidemment les acteurs fétiches du réalisateur Mifune, Shimura, qui portent super bien le film. Mais en fait, pour ce qu'il représente, pour l'impact qu'il a sur le Japon, sur les personnages, je trouve que c'est un film qui est très fort parce que tu détestes ce monde, tu l'aimes beaucoup, il te fait de la peine, tu as envie de le sauver, tu détestes les personnages, mais ils te font de la peine aussi, tu as envie de les sauver, tu as envie de croire à leur rédemption et tout. Et c'est génial, ce côté pathos, mais en même temps très humain. Donc honnêtement, L'Ange ivre de Kurosawa, à titre personnel, j'ai beaucoup aimé et je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, j'ai découvert Nobody Knows de Koreeda que j'avais pas du tout vu et je préfère clairement Shoplifters et Innocence, je crois que ça s'appelle, ou Monster, je sais plus, son plus récent qui était meilleur d'après moi, mais celui-ci est vraiment bien. En gros, c'est l'histoire d'enfants sans figure parentale qui doivent se débrouiller au quotidien. C'est plus précisément le rite initiatique d'un jeune homme, l'aîné, qui doit gérer tous les aspects de la vie de cette famille alors qu'il n'a pas du tout l'âge pour. Les parents rentrent et sortent un peu de leur vie régulièrement, donc il est seul. Il peut et doit même être le seul responsable de ses frères et sœurs. Et c'est compliqué parce qu'en fait, c'est un adolescent. C'est pas son rôle de faire ça. Il a envie de vivre sa vie, d'avoir une histoire d'amour, des romances, être un élève, des choses comme ça. Mais vu qu'il doit gérer toute sa famille pendant que les parents sont pas là, c'est hyper compliqué. Donc c'est un slice of life tragique de cette enfance qui est un peu volée, dans laquelle on observe ce jeune flâner dans une ville qu'il ignore. Et j'aime beaucoup à quel point il est puni par la ville, par le système, il n'y a personne qui veut l'aider, lui, sa famille, ses proches, et ça critique justement le Japon qui ne veut pas aider la jeunesse, qui est prêt à la sacrifier, mais ils font des petits gestes, tu sais, des passants, ils vont donner un peu d'argent, ils vont faire des petits trucs et tout, mais le système ne veut pas du tout les aider, et c'est ça qui est la chose la plus tragique de l'œuvre, c'est que cette famille, elle est complètement abandonnée, et toi, t'es spectateur un peu de ça, et tu vois cette fratrie un peu au naturel, ça fait très authentique, je trouve, quand la famille est ensemble, mais tu vois la maison se dégrader un petit peu, et leurs interactions innocentes deviennent parfois cruelles, et dangereuse, et on ressent le poids de la tragédie par la répétition. Parfois le personnage va vivre les mêmes scènes en boucle, mais il y a un truc qui aura changé, la chaleur de l'été, encore une fois. Donc il y a pas mal de légèreté aussi pour contraster ça, d'humour, d'amour aussi, et pour soulager ces enfants qui souffrent clairement parce qu'ils n'ont pas de parents et la maison c'est de plus en plus de bordel. Et c'est à la fois aussi une ode à la liberté que j'aime beaucoup via l'exploration du quartier, mais c'est aussi une prison en même temps. Donc c'est hyper fort comme film aussi. On ressent vraiment le côté chaleur de l'été qui les étouffe, l'ébullition de cette famille jusqu'à ce qu'il se passe un truc assez tragique encore une fois. Mais c'est la répétition qui tue cette famille et le fait qu'ils ont été complètement abandonnés par le système. Et tout est à la fois formaté mais en même temps triste, et c'est ça qui est fort dans le film. Donc c'est une belle découverte, et le plan de fin, c'est l'un des meilleurs plans de fin que j'ai vu depuis un moment. Donc Nobody Knows, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, j'ai revu Les Demoiselles de Rochefort. Je vais y aller vite parce que vous connaissez, c'est un chef-d'œuvre, c'est un classique. C'est encore une fois une splendide explosion musicale et sensorielle à travers cette ville, avec ses personnages en quête d'amour. J'adore cette impression de liberté et cette envie d'évasion, partir vers de nouveaux horizons, alors que un peu le destin, il y a une grosse thématique du destin, ce qui semble les opposer à chaque fois. Ils peuvent pas partir, ils ont tel truc, telle romance, tel problème et tout. Donc il y a un mélange parfait entre le fabuleux et le réel qui confronte un peu ces femmes qui sont en quête d'indépendance. Et je trouve que les fortes couleurs, elles donnent vraiment vie au monde. On a cette impression de conte de fées à certains moments, mais ce conte de fées moderne. Et c'est encore plus exacerbé par le côté légende du cinéma américain, parce qu'il y a évidemment Gene Kelly qui est dans le film. Et il y a les acteurs qui crèvent à la fois à l'écran, mais qui sont fragiles. Les chansons, évidemment, restent en tête. J'adore ce mélange d'authenticité et de chorégraphie qui est millimétré. C'est très symétrique, mais aussi faussement chaotique et libre. Et ça qui est la force du film d'après moi, c'est que tu sens le côté poétique grâce à la grammaire musicale et cinématographique qui propose des moments grandioses, tragiques, mais aussi une douceur comique de cette histoire sur un week-end. Donc c'est très particulier et ça se dévore tellement facilement. Je veux dire, si vous aimez La La Land, il faut vous intéresser à Jacques Demy. Jacques Demy, c'est grâce à lui, entre guillemets, que La La Land existe. Demoiselle de Rochefort, c'est un classique. Voilà, vous allez l'avoir en tête, la musique et tout. Vous allez avoir plein de moments qui seront mémorables pour vous. Mais c'est à la fois doux et beau. Mais en même temps, c'est ça qui est fort, c'est que c'est grandiose en termes d'échelle, mais c'est personnel. Et les gens qui flânent dans le film, et en même temps qui veulent partir, qui sont coincés ici, donc c'est à la fois des prisonnières, en même temps t'as des gens qui arrivent, surtout évidemment Gene Kelly qui est iconique dans le film, qui va changer beaucoup la dynamique de l'œuvre. Bref, on pourrait en parler pendant des heures, mais vous le connaissez, donc je vais aller très très vite. C'est un chef-d'œuvre, c'est un plaisir de le revoir. Et regardez Les Demoiselles de Rochefort parce que je pense vraiment que vous allez adorer. Ensuite, j'ai envie de parler d'un autre film. Je me suis rematé du coup pas mal de films de Guillermo del Toro, dont Blade 1. Alors c'est pas encore Guillermo del Toro, Blade 1 je précise, mais je me suis dit
si je dois regarder le 2, donc je me remate le 1. Et c'est vrai qu'il a quand même un petit peu mal vieilli, Blade 1, soyons honnêtes, on est dans le pur cliché des films de super-héros de la fin des années 90, début années 2000, avant Spider-Man, avant X-Men. Donc c'est avant que ça devienne un peu mieux, soyons honnêtes avec ça, avec un méchant caricatural et juste atroce à suivre, alors qu'il a beaucoup de scènes, mine de rien, le méchant. La mise en scène, honnêtement, elle est souvent peu satisfaisante, voire illisible, sauf évidemment les scènes full techno dans la boîte de nuit. Le début est génial, magistral, mais les personnages, à chaque fois, c'est les pires moments de ce film. Ils ont zéro alchimie, ils ont aucune scène mémorable entre eux. L'avantage reste quand même Wesley Snipes, hein, qui s'amuse dans le rôle et qui dégage un truc, mine de rien, mais ils sont pas du tout allés dans la mythologie des personnages, du vampirisme, et même si c'est plutôt bien géré, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'idées de scénario, de mise en scène, et c'est un peu rare d'être surpris par le film. C'est ça le truc le plus dommage par rapport à ça, c'est qu'en termes de concept, d'idées, il aurait dû nous plaire beaucoup plus, mais il est limité par un académisme et des choses qui sont assez banales d'après moi. Donc c'est un bon début de franchise, qui se regarde, qui est divertissant, mais il souffre de son époque, mais ça va, ça le fait. L'avantage, c'est qu'au fait, il a permis de donner naissance à Blade 2, et là, Blade 2, c'est complètement différent. Blade 2, c'est génial, moi j'adore, hein. C'est un pur plaisir de le revoir, parce qu'en fait, entre Blade 1 et Blade 2, il y a Matrix, on le ressent beaucoup dans la mise en scène, hein. Alors oui, c'est Guillermo del Toro qui réalise cette fois-ci, et il apporte clairement son style, mais c'est fini, le délire du vampire solitaire, cette fois-ci, il est en équipe, et c'est l'équipe qui compte plus, limite, que le personnage principal, et c'est bien parce que l'équipe, c'est d'autres vampires ou d'autres personnes qui risquent de trahir le vampire original, entre guillemets, le vampire principal de Wesley Snipes, et c'est la force du projet, en fait, c'est l'alchimie entre tous ces vampires, et tous ces vampires tueurs de vampires, je veux dire, le méchant, c'est un mélange de CGI, de prothèses vraiment bien fait, l'action est beaucoup plus fluide et assumée, la photographie bien plus variée, belle, travaillée, le monde plus vivant et la mythologie plus utilisée, hein. Je veux dire, Guillermo del Toro, c'est son truc, c'est ça qui est bien. Il va encore plus tacler l'oppression, la double identité, le véritable monstre, comme dans beaucoup de films de la filmographie de del Toro, et comment il crée tout en iconisant le sang et le fait de vouloir tuer son père, parce que oui, il y a un truc par rapport au père, encore une fois, parce que c'est del Toro. Donc il arrive à vraiment iconiser tous les traits du vampire, les vampires qui sont à la fois humains et vampiriques. Il y a ce truc bien qui est mis dans le film, et en même temps le sang, la violence, le côté un peu techno et tout. Donc il y a des trahisons, des retournements de situation, des sacrifices. C'est le bon gros délire fun d'action de super-héros, comme on n'en voit plus des masses aujourd'hui. Ça fait penser un peu à du James Gunn, parce que voilà, c'est l'approche aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas vu Blade 2. C'est un film d'équipe, comme fait très bien James Gunn. Donc si vous aimez le côté James Gunn bien plus violent, plus gore, avec la patte de Guillermo del Toro sur les monstres et tout, vous allez adorer celui-ci. Alors oui, on peut critiquer quelques doublures numériques dégueulasses, un climax un peu moins intense, car le film s'essouffle. Je trouve qu'il est un peu trop long pour ce que c'est, mais en fait chaque scène a une idée, chaque scène fonctionne, et juste pour ça, d'après moi, ça vaut le coup, et on reconnaît déjà l'inspiration comics qu'on va revoir dans la filmographie de del Toro par la suite avec Hellboy, et au final Wesley Snipes, il n'a jamais autant brillé, donc juste pour ça, Blade 2, ça vaut le coup. Vu que j'étais sur ma lancée Guillermo del Toro, j'ai vu Mimic, et je l'ai revu d'ailleurs parce que la première fois j'avais trouvé ça ok sans plus, et là je trouve que c'est encore son pire film. Et ça veut pas dire grand chose dans le sens où c'est pas mauvais. Alors oui, on sait très bien qu'il y avait un vrai problème par rapport au film, car il y avait donc Miramax, Weinstein et tout qui ont fait chier Guillermo del Toro parce que c'est son premier film américain. Mais bon, voilà, il a fait son film, il est sorti. Il y a une version longue d'ailleurs du projet que j'ai revu ici, et honnêtement, ça va. En gros, c'est l'histoire d'un insecte géant qui va terroriser le métro de Manhattan, et une équipe doit s'en charger. Del Toro, il crée une sorte de film à la Alien, ici, sauf que ce monstre humanoïde, il grandit d'ailleurs comme un xénomorphe, il est impitoyable, mais il est dans le métro de Manhattan. Voilà, c'est ça la différence. Et on reconnaît déjà ici les passions du réalisateur, avec sa fascination pour les bêtes, pour les insectes. Il va porter ce regard scientifique un petit peu sur l'œuvre que j'aime beaucoup. Il va essayer de comprendre et d'étudier la créature dans ses grands décors froids, lugubres, et c'est ça que j'aime beaucoup avec plein d'acteurs que vous connaissez comme Josh Brolin évidemment. Il y a une vibe un peu Goonies à certains moments dans des œuvres de del Toro, et c'est marrant qu'il y ait du coup Josh Brolin. Alors oui, il y a eu ces énormes problèmes de tournage, mais il a quand même réussi à créer quelque chose qui est plutôt bien, dans le sens où il arrive à faire jouer les acteurs convenablement. Il va parler de l'hubris de l'homme, de l'invisibilisation des monstres, de la reproduction, de la famille, de l'écologie. Il va vraiment avoir des dynamiques de proie versus prédateur qui vont évoluer au fur et à mesure, et je trouve qu'il est un peu académique dans ce film-là. Il manque d'idées de mise en scène, parce qu'il a sûrement dû être bridé par rapport à ça, de toute façon il le dit tout le temps, mais il respecte ses personnages, en fait. Il respecte son monde, il a quand même des idées, et c'est l'œuvre la moins aboutie et la moins intéressante de sa carrière, parce que, enfin,
Tu me dis que c'est Del Toro, un autre mec qui a fait ce film, je te crois. On ressent pas toujours la patte de Del Toro sur tout le film, encore une fois à cause des producteurs on imagine, mais ça se regarde bien. C'est divertissant, c'est cool, c'est un bon moment, donc c'est pas non plus un film à jeter à la poubelle, ça passe. Et ensuite, j'ai découvert un film de Del Toro que je n'avais jamais vu, The Devil's Backbone, ou L'échine du diable en français, et c'est vraiment pas mal, pour le coup. En gros, lors de la guerre civile espagnole, un nouvel enfant arrive dans un orphelinat, en deuil suite à la mort d'un autre jeune enfant. Cet orphelinat a du mal à accepter le nouveau arrivant parce que forcément, il y a encore ce chagrin, ce problème et tout. Mais la particularité de l'orphelinat, c'est qu'il se trouve autour d'une bombe qui n'a jamais explosé. C'est un peu tout le symbole des thématiques du film. Et l'orphelinat, la bombe au milieu, entre guillemets, ça risque d'exploser. Et en fait, c'est un film de fantômes, tout simplement, et de guerre, soyons un peu sincères par rapport à ça, qui est mélangé au rite initiatique de plusieurs enfants. À son habitude, Del Toro, il va tacler le fascisme, évidemment, l'abus de pouvoir et surtout l'innocence qui va disparaître. Il va parler de la condition des enfants abandonnés, du chagrin et des regrets avec cette allégorie politique de cette fameuse bombe. Il va critiquer la masculinité, du mal de manière générale, parce que voilà, c'est lié beaucoup le mal à la masculinité dans les films de Del Toro. Il va ajouter le combat de la science contre le fantastique, encore une fois, parce que personne ne croit aux fantômes, mais en même temps, il y a des gens qui sont plus rationnels, scientifiques. Et moi, j'adore de quoi parle le film, mais encore une fois, je l'ai trouvé assez académique dans son approche, dans le sens où, oui, c'est un film de fantômes, sympathique, c'est formellement très joli, il y a de très belles scènes, mais il n'y a pas beaucoup d'idées de mise en scène non plus, que ce soit en termes de couleur ou même d'ambition du projet. Alors oui, c'est plus petit, mais d'ambition dramatique, il n'y a pas forcément quelque chose d'extrêmement profond, mais il y a un côté aussi que j'aime bien qui est voyeuriste, avec les acteurs qui jouent bien, mais t'as l'impression qu'ils étaient moins dedans par rapport à l'histoire, par rapport aux intrigues, par rapport au nombre de personnages et des choses comme ça. C'est moins impactant émotionnellement que beaucoup des films de sa filmographie, mais fatalement, moi j'aime bien la proposition. Elle est un peu plate à certains moments, surtout le côté monstre et fantôme qui est moins bien, mais il y a l'émotion et je pense que vous allez quand même vous en rappeler. Donc oui, c'est cool, L'échine du diable, si vous l'avez jamais vu, ça vaut quand même un petit peu le détour, même si c'est pas l'un des meilleurs films de Del Toro. Ensuite, j'ai revu Crimson Peak et là, j'avoue que j'étais un petit peu déçu parce que je l'avais beaucoup aimé à l'époque. Et là, en le revoyant, j'ai un peu baissé la note que j'avais du film. C'est-à-dire que je l'aimais beaucoup par rapport à l'histoire de fantôme, qui était certes pas très inspirée, mais elle était quand même simple et j'aime beaucoup ce qu'elle représentait, cette allégorie du fantôme, du monstre. J'ai du mal avec les acteurs, pour le coup, je trouve qu'il y a un surjeu assez horrible, ils en font des caisses constamment, le rythme il est bordélique à cause des nombreuses intrigues encore une fois. Par contre, moi j'adore le côté romance sexuelle, c'est peut-être le film le plus horny de Del Toro avec La forme de l'eau, le côté gothique aussi du film avec ses grands manoirs, la surdécoration, les couleurs toutes symboles des traumas des personnages et les idées de mise en scène qui créent cette ambiance et jugent les personnages, je trouve, même si, voilà, encore une fois, je trouve que la mise en scène a tendance à se répéter énormément, surtout par rapport aux monstres. C'est encore une fois une critique du patriarcat, du capitalisme et de toutes ces déviances afin de laisser place potentiellement à la rédemption. Et en fait, il y a une sorte de féminité qui se dégage du film, qui reste encore une fois un peu trop bordélique, je trouve, mais Del Toro, là, il a des idées. Il a tenté un truc. Moi, je considère aujourd'hui que ça ne marche pas des masses. Je trouve que c'est vraiment trop brouillon pour ce que c'est. Mais je comprends clairement les obsessions du réal en regardant le film. Je comprends que beaucoup de personnes l'aiment parce que quand même l'ambiance est assez particulière et des œuvres de romance gothique, il n'y en a quasiment pas. Donc oui, c'est un bon film je trouve, mais venant de Del Toro, c'est un peu décevant aussi. Ça se regarde, c'est divertissant, mais c'est peut-être son film, enfin l'un de ses films en tout cas les plus expérimentaux et ça marche pas des masses. Voilà, c'est ça le souci aussi. Mais il était bien plus, je trouve, qualifié en faisant Crimson Peak aujourd'hui que lorsqu'il faisait Mimic ou même L'échine du diable. Mais L'échine du diable, il y a un truc un peu plus unique par rapport au personnage qui fait que tu peux développer une sorte d'émotion par rapport au symbole et tout. Là où ici, c'est peut-être un peu du déjà vu, peut-être un peu trop classique, et c'est peut-être ça aussi le défaut. Mais bon, ça reste un bon film que je peux conseiller, mais je l'ai revu un peu à la baisse, et quand tu revois un film à la baisse, c'est toujours un peu décevant parce que tu te rappelles d'adorer un film, tu le revois, tu te dis « Oh, en fait, c'est pas si dingue que ça », mais Crimson Peak, ça reste sympa, peut-être un jour j'en ferai une critique plus détaillée. Ensuite, j'ai vu Ballad of a Small Player, que pas beaucoup de personnes ont vu sur Netflix, j'imagine, et c'est un peu choquant parce qu'en fait, c'est un film d'Edward Berger. Edward Berger, c'est le réalisateur de Conclave, À l'Ouest, rien de nouveau, qui sont quand même 2 cartons, et là, ça sort sur Netflix. Et c'est en gros l'histoire d'un seigneur britannique accro au jeu d'argent à Macao, mais terriblement endetté à cause de son manque de chance et de talent. Et le film m'a beaucoup surpris parce que je pensais vraiment que ça allait être une histoire de casino, de gangsters et de tension, mais c'est plutôt un thriller psychologique d'un homme en pleine crise identitaire qui va essayer de retrouver, grâce à l'amour, son identité. Qui il est, ce qu'il vaut,
pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, des choses comme ça. Il est considéré comme une sorte d'étranger sans âme, c'est comme ça qu'il l'appelle, hein, dans cette ville qui est sublimée, je trouve, de manière assez magnifique par Berger et son chef-op. Ça donne envie de plonger dans le luxe et en même temps les bas-fonds de Macao, et il nous accroche vraiment par ses visuels, mais on reste là pour le drame des personnages, on reste là pour le protagoniste, ses rencontres. En fait, il va lutter contre lui-même, entre jalousie de classe, adrénaline, la poursuite, l'addiction au jeu. Il essaie de se retrouver constamment dans sa solitude, dans la brutalité de ce monde, mais en même temps, il est un peu coupable de la brutalité de ce monde, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est à la fois fantastique, spirituel, et je trouve que c'est une belle œuvre sur l'excès qui va éviter les clichés habituels du genre. C'est peut-être là que ça va déranger, c'est le côté imprévisible et aléatoire du film. Genre, tout le monde joue super bien, Colin Farrell, il est super, Tilda Swinton, elle est géniale, Berger, il fait un super travail de mise en scène, il a plein d'idées constamment, mais c'est un peu random, quoi. Disons les choses, c'est un peu la psychose de cet homme, ça va jouer sur ça aussi. J'étais diverti. Franchement, c'est 1h40, j'étais à fond dedans, mine de rien, j'étais conquis par l'ambiance, j'étais vraiment intéressé par la gestion de la tension, la religion qui revient beaucoup aussi, il a bien traité son sujet, mais je pense pas me rappeler du film dans quelques mois, mais c'était un bon moment, honnêtement. Donc si vous voulez voir Ballad of a Small Player, attendez juste à être un peu surpris parce que c'est pas un film d'action de gangster et tout, c'est vraiment un thriller psychologique un peu particulier, mais c'est bien. En tout cas, moi j'ai bien aimé, donc je peux vous le conseiller. Ensuite, je voulais aller au cinéma voir Insaisissable 3, donc je me suis rematé les deux premiers, et honnêtement, ça m'a motivé à ne pas aller au cinéma voir le troisième, désolé, mais en gros, à une époque, j'aimais bien les deux films Insaisissables pour ce que c'était, mais en le renvoyant ici, c'est vrai que j'ai considéré ça comme des téléfilms Netflix, un petit peu. Il n'y a pas vraiment d'idée de mise en scène ou de photographie, c'est assez plat, et c'est ça qui est dommage, je trouve. L'avantage, c'est un peu le discours sur Hollywood, la création, les difficultés liées à la réalisation, évidemment. Tout ça mélangé à quelques personnages plutôt fun à suivre, qui mettent en place des castes satisfaisantes et tout. Le problème pour moi, c'est que ça marche à petite dose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup des personnages qui se ressemblent avec leur caractère excentrique et faussement charismatique. Les équipes ont rarement une bonne alchimie, sans même parler des antagonistes qui sont pas du tout mémorables. Les castes ne fonctionnent pas toujours, je trouve, parce que c'est parfois trop magique et parfois c'est un peu trop un subterfuge et ils ont pas toujours le bon équilibre. Alors, encore dans le premier, ça va. Je trouve que c'est dans le deuxième qu'ils ont complètement raté le truc avec cet échec de la déconstruction, du subterfuge, de la magie. En fait, le truc, c'est que lui, Le Terrier, et John M. Chu, qui font donc les deux films, ils font leur yes man, quoi, plus qu'autre chose. Et c'est pas si grave, mais bon, vu les faiblesses de scénario, j'aurais aimé un film plus efficace, plus marquant, plus touchant, mais c'est pas ce qu'on a eu là. Et le deuxième, pour moi, c'est juste le premier empire avec tous les clichés qui sont exacerbés, tous les problèmes, t'y crois pas du tout. Et le troisième, je le regarderai peut-être à la maison en VOD ou un truc comme ça. Mais désolé, j'ai vu les deux premiers, j'ai eu ma dose et j'avais plus du tout envie de voir le troisième. Donc c'est comme ça. Et je les ai un peu revus à la baisse aussi. Alors qu'avant, je les trouvais vraiment sympathiques et cool. Là, en les revoyant, je me suis un peu emmerdé devant. Je me suis dit, ok. En fait, insaisissable de temps en temps, pourquoi pas. Mais là, vu que j'ai fait les deux premiers, j'avais pas la force pour le troisième, donc désolé, je suis pas allé le voir. Mais il y a plein d'autres films que j'ai vus pour le coup. J'ai vu Shiva Baby que j'ai découvert. C'est 1h20, c'est sympathique. En gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve aux mêmes funérailles que l'homme marié pour lequel elle se prostitue. C'est là que commence une sorte de comédie noire qui va parler des femmes américaines en quête d'identité, surtout ces jeunes femmes, dans un monde de privilégiés qui est full entrepreneuriat et en mode réussite financière, vous savez, girl boss corporate. Et ça va attaquer à la fois le problème des communautés juives qui excluent et la répression d'une féminité hors des carcans habituels. Ce sont des femmes un peu perdues qui cherchent l'amour, le mentorat et une forme de validation tout simplement de la part de la communauté, pendant que les hommes, eux, baignent dans le privilège, l'insouciance. Il y a pas mal de tensions, je trouve, d'humour et quelques idées de mise en scène qui renforcent un peu la claustrophobie parce que c'est un huis clos dans une sorte de maison lors de funérailles. Ouais, c'est pas mal. Il y a des faux amis, elle est en pleine quête d'identité aussi, cette femme. Et c'est compréhensible que Rachel Sennott ait vraiment explosé après ce rôle parce qu'elle est bien dedans. Donc ouais, Shiva Baby, j'ai bien aimé, c'est sympa, ça se regarde très très bien et ça parle de beaucoup de choses sérieuses, donc cool. J'ai vu sinon Arco, et là c'est le film d'animation qui est encore en salle et j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire d'un jeune enfant qui voyage à travers le temps avant de se retrouver en 2075 sans possibilité de rentrer.
C'est là que va commencer son aventure et son amitié avec une jeune fille abandonnée par ses parents. C'est une société dans laquelle, en fait, les robots ont remplacé les figures parentales et les enfants doivent s'occuper d'eux-mêmes émotionnellement, mais les robots s'occupent d'eux d'un point de vue logistique, technique, pratique. Et le film est vraiment beau en termes d'animation et pas mal d'idées de mise en scène par rapport à ce qui est la relation entre les deux protagonistes et l'allégorie que représentent évidemment leurs deux sociétés diamétralement opposées, parce que d'un côté, le mec qui vient du futur, il vit dans des arbres, entre guillemets, dans le ciel, tout est renouvelable, c'est le paradis sur Terre, t'as l'impression, mais il s'emmerde et il a des vrais problèmes avec ses parents. Et de l'autre côté, bah, t'as la petite fille qui, elle, n'a pas de parents, bah, enfin si, mais il bosse dans la ville pendant qu'elle, elle est dans la ruralité, entre guillemets, ou dans la banlieue. Donc il y a des parallèles qui sont dressés par rapport à ça, qui sont assez touchants et assez bien, je trouve. Et ça va parler de religion, de spiritualité, de technologie, d'écologie, de parentalité, et l'impact d'abandonner, en fait, la jeunesse pour des intérêts économiques. Ils sont en train de littéralement abandonner leurs gamins juste parce que l'argent, le capitalisme. Et en fait, le film, il surprend parce qu'il y a pas mal de personnages qui vont avoir une vraie alchimie, mais aussi par les choix d'histoire, surtout concernant la fin, concernant les antagonistes. Il va dégager à la fois une joie de vivre mélancolique et révolutionnaire, un petit peu, qui fait vraiment plaisir. Et ça devient une sorte de petit ovni cinématographique qui a à la fois une très bonne musique, qui est marquant par ses personnages, par l'esthétique, par cette émotion, cette énergie. Ça dure 1h20, c'est encore disponible en salle. Et je pense que beaucoup de personnes vont se rappeler de ce film comme voilà, ce petit bijou du cinéma d'animation français qui va vraiment être émouvant. Genre la fin est vraiment poignante et je l'ai beaucoup aimé. Elle est très surprenante et je pense que personne s'attendait à ça. Donc honnêtement, Arco, c'est très bien. J'espère que beaucoup de personnes vont le découvrir, vont le voir. Ça va impacter beaucoup de monde parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut. Des thématiques sérieuses, juste quelque chose de léger pour les enfants, pour les adultes. C'est universel, mais profond par rapport à la religion aussi, par rapport à nous en tant qu'humains, la technologie, la société dans laquelle on vit, vers laquelle on se dirige, comment est-ce qu'on va trouver notre paradis. Bref, il y a plein de questions hyper intéressantes qui sont dures à évoquer sans spoiler évidemment, mais je vais pas spoiler. C'est une très belle œuvre, que vous puissiez la voir en salle ou tout simplement plus tard en VOD, allez-y. Parce que c'est l'un des plus beaux films de cette année, c'est une évidence, donc allez voir Arco. Vous m'excuserez, hein, je suis enrhumé depuis des semaines, c'est insupportable, j'arrive pas à m'en défaire, mais j'ai aussi vu, alors là c'est n'importe quoi, mais j'ai vu Blues Brothers. En gros, pour Rage Bait, il y a l'une des invitées qui avait conseillé Blues Brothers, et je voulais me remater Blues Brothers, l'original, qui est genre très très bien, mais je me suis dit, ok, j'ai jamais vu Blues Brothers 2000, je savais même pas qu'il existait, honnêtement, et c'est la suite spirituelle à Blues Brothers, en étant une sorte de slash, remake, legacy sequel bizarre. Et en même temps, c'est John Landis, donc le même réal que Blues Brothers, mais 20 ans après. Et c'est un nom de merde, genre Blues Brothers 2000, parce que bah, c'était juste avant les années 2000, c'est sorti en 98. Et par pur plaisir sadique, je me suis infligé ça, et c'est pas bien. Disons les choses, c'est pas bien du tout. Alors Blues Brothers, le premier, c'est un classique, c'est génial, il y a un vrai travail de photo, de cette course-poursuite et tout, il y a un truc, vraiment. Là, mis à part quelques moments un peu fun, généreux, assumés, on dirait juste une version très cheap, mal faite de la version de 1980. Alors oui, John Goodman, il remplace Belushi et il fait un bon travail parce que Belushi était décédé, évidemment. Mais en fait, c'est plus une sorte de nanar étrange qu'un vrai film sérieux. Pourtant, il y a plein de caméos de célébrités hyper connues, genre des légendes de la musique américaine, surtout de la musique noire américaine. Il y a une intrigue à la fois avec, vous savez, dans le premier film, il y avait des nazis, si ma mémoire est bonne. Dans le deuxième, il y avait ce délire, enfin le deuxième, on s'est compris, ce délire avec la mafia russe et tout, l'armée. C'est hyper particulier parce que c'est à la fois un road trip mais pas trop, la police les suit mais pas trop. C'est trop bizarre et c'est choquant de ridicule à certains moments. Donc c'est particulier comme film, mais c'est à la fois fait avec le cœur, t'as l'impression, mais c'est tellement le bordel, c'est tellement mal fait, ça va tellement dans tous les sens et ça n'a pas vraiment capté l'essence du Blues Brothers original, alors qu'en fait, bah, c'est le même réalisateur et beaucoup d'acteurs hein, qui sont de retour, mais fatalement, bah, je trouve qu'on passe à côté de l'œuvre et c'est regardable, hein, mais c'est dur. Et c'est plus sympa à regarder en mode nanar, je pense, qu'autre chose, parce que c'est un sacré ovni, ça aussi, mais dans le mauvais sens du terme. Donc Blues Brothers 2000, je vous conseille pas. Blues Brothers original, évidemment, c'est un classique, vous devez regarder. Ensuite, je me suis réinfligé de Notebook, et je suis désolé, je vais aller très vite, mais moi, j'aime pas du tout de Notebook. J'accroche pas du tout, j'y arrive pas, c'est pas mon genre de film. Vous savez, au fait, c'est l'histoire d'un vieil homme qui va voir donc une femme atteinte d'Alzheimer pour lui raconter la vie que cette jeune femme a eue avec son amour, la vie qu'elle a menée de manière générale. Et pour moi, c'est juste trop mélodramatique. Franchement, je déteste les personnages. Je trouve que la mise en scène est trop simple, c'est trop mielleux, au fait, à mort. Il n'y a pas beaucoup d'idées, ça en fait des caisses constamment. Les acteurs, je peux pas du tout. La photographie, au moins, elle est sympa. J'avoue, voilà, c'est Nick Cassavetes, le fils de John. Bon, ça fait son taf, mais moi, j'ai personnellement beaucoup de mal. C'est affreusement long aussi. Il y a une mauvaise gestion du passage du temps.
il y a un faux côté plot twist que j'aime pas. Je comprends totalement pourquoi les gens adorent, aiment, mais c'est juste pas pour moi. Je trouve que ça a super mal vieilli aussi, mine de rien. J'ai eu vraiment du mal. Après, bon, Gosling, il a percé avec ce projet. McAdams aussi un petit peu parce que ça avait cartonné, c'est devenu rapidement culte. Oui, c'est un film de romance. Mais bon, moi j'y arrive pas. Franchement, le côté trop mélo, ça n'a pas marché sur moi, mais ça n'a jamais marché sur moi au fait de Notebook et j'ai réessayé. Oui, il y a des trucs sympathiques, hein, je dis pas que c'est une catastrophe, mais il faut adhérer au concept et c'est pas pour moi. Mais je comprends pourquoi les gens qui ont grandi avec ce film, qui l'ont vécu, sur les films d'amour et tout, bon, je comprends pourquoi les gens adorent, mais moi c'est pas du tout mon cas. C'était un film des invités de Rage Bait comme Fast Times at Richmond High, donc ça c'était le film de Zoltan qui était là la semaine dernière. En gros, je l'ai revu, c'est sympathique, c'est une sorte de teen movie à l'américaine, au lycée, voilà, la comédie typique, mais cette fois-ci, il va dresser plutôt le portrait des jeunes femmes, et c'est en 1982, donc c'est unique parce que c'est réalisé par une femme, et ça parle avant tout de jeunes femmes qui sont en quête d'indépendance, mais aussi de sexe, elles ont envie de perdre leur virginité. C'est à la fois drôle parce que ça va tacler plein de sujets sérieux, comme l'avortement, des choses comme ça, et c'est du point de vue féminin. C'est ça qui marche bien en fait dans le film, chose qui est vraiment spéciale hein, pour l'époque, comme l'avait dit Zoltan dans Rage Bait, et c'est pour moi c'est dommage parce que ça manque d'idées de mise en scène, c'est très plan-plan, la réalisation est vraiment basique et concorde pas je trouve avec la folie des événements et c'est toujours un peu dommage ce genre de choses, mais il y a un truc, il y a une vibe, il y a une ambiance que je respecte, que les gens aiment et je comprends pourquoi les gens aiment ce genre de choses, donc honnêtement oui je capte pourquoi des gens comme Zoltan adorent ce film parce que ça dégage vraiment une époque américaine, ça partage un truc qui est rare aujourd'hui, c'est des comédies qui n'existent plus et c'était un film aussi qui était en avance sur son temps, donc ça c'est pas mal du tout, surtout par rapport au sexe, par rapport à plein de choses comme ça, et ça reste sympathique de voir tous les acteurs qui sont dedans, hein. Je veux dire, il y a Sean Penn, Jennifer Jason Leigh, il y a un caméo de Nicolas Cage, entre guillemets caméo parce qu'en fait il était juste pas connu à l'époque et il est crédité comme Coppola au lieu de Cage. Donc ouais, ça va, si vous aimez les comédies lycée américaines, why not, mais moi c'était pas vraiment mon délire. J'ai vu ensuite, ou revu pour le coup, La Nuit du 12, et là c'était un grand plaisir de revoir La Nuit du 12, c'était Zoltan qui l'avait conseillé pour Rage Bait aussi. En fait c'est l'histoire d'un meurtre non élucidé de cette jeune femme qui n'a rien demandé, et c'est donc une plongée dans ce Grenoble froid du point de vue de l'enquête policière, gérée quasi exclusivement par des hommes, et c'est important parce qu'en fait c'est une critique de la misogynie systémique, de la banalisation des violences envers les femmes, grâce aux nombreux exemples d'hommes agressifs qu'on a dans le film, qu'ils le veuillent ou non d'ailleurs. Ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un homme qui va faire face à tous les autres hommes parce qu'ils vont être vraiment misogynes, ils vont être sexistes, ils vont dire des trucs pas bien, mais ils sont de la police et ils enquêtent sur cette femme, et c'est paradoxalement très satisfaisant de voir au fait tous ces gens-là enquêter sur un meurtre qui ne va jamais être élucidé, mais on connaît pourquoi ce meurtre a existé, pourquoi il a eu lieu, on connaît le symptôme de ce crime, et c'est ça qui va être, je trouve, assez intéressant aussi, parce que justement, on va explorer la vie de cette jeune femme uniquement par le biais des hommes qu'elle a rencontrés. En plus, elle a couché avec beaucoup d'hommes. La défunte, elle va hanter clairement ces hommes-là, mais en même temps les policiers qui représentent le patriarcat. Et le film, ce qui est bien, c'est que oui, il va jamais oublier ses personnages, il va jamais oublier qui ils sont, ce qu'ils représentent. Ça va tellement critiquer toutes ces choses-là sérieuses et compliquées à mettre en avant dans un film, mais aussi il va te happer. Le rythme est génial, il va dynamiser le genre de l'enquête française grâce à l'ambiance à la Zodiac, et c'est un aspect presque documentaire à certains moments. Ça va explorer les névroses, évidemment, de ces gens, pourquoi ils tournent en rond dans leur vie, et c'est l'un des meilleurs films français de ces dernières années. C'est dur d'en parler parce que franchement il faut voir, il y a des dialogues marquants, des citations qui sont importantes dans le film, et des idées de mise en scène qui sont géniales par rapport justement à la froideur de Grenoble, des alentours et tout. Donc honnêtement, si vous avez jamais vu ce genre de film, et ce film là particulièrement, regardez-le parce que La Nuit du 12, ça marque, c'est un très bon film, et franchement en termes de polar français, ou même pas que français, juste en termes de polar, c'est hyper efficace et c'est une vraie critique systémique avec plein de moments dont vous allez vous rappeler par rapport justement au patriarcat, la police, aux femmes qui vont vous marquer. Donc honnêtement, si vous n'avez pas vu La Nuit du 12, regardez, c'est une pépite. Hein. Ensuite, j'ai vu le film que Orelsan a conseillé pour l'émission, donc j'ai vu Heroic Trio que je n'avais jamais vu de Johnny To, et c'est top. Honnêtement, en fait, c'est l'histoire de 3 héroïnes interprétées par des actrices chinoises devenues iconiques, hein, qui doivent sauver des bébés afin de sauver la Chine. C'est kitsch, c'est super héroïque, c'est déjanté pour le coup. C'est à la fois un film sur la rédemption et la sororité dans un chaos qui est politique, visuel et de genre. Il y a plein de genres différents, comédie, horreur, action, c'est trop bizarre comme film. En fait, chaque scène est surprenante grâce au montage, au choix de scénario, au choix de mise en scène. Il y a une idée par plan, toujours. Elles doivent faire équipe contre le patriarcat, encore une fois, mais c'est un projet un peu hybride, minimaliste, étrange, maximaliste aussi. C'est trop bizarre comme film, qui en fait des caisses parfois, et il est super premier degré, mais émouvant, et parfois second degré.
C'est ça qui est bien. En fait, tout est fait en studio, mais tu as une échelle gigantesque. Les enjeux te donnent presque une vision d'immensité. En fait, c'est très dur d'en parler parce qu'il faut le vivre. Il faut vraiment être dans l'expérience Heroic Trio parce que c'est très particulier. Et je pense que beaucoup de personnes ne vont pas apprécier. Il y a genre des bébés qui meurent. Il y a un mec qui va bouffer un doigt à un moment. Elles vont jeter des shurikens sur des trucs. C'est trop bizarre, mais c'est un énorme kiff. Et plus vous avancez, plus vous comprenez le concept, plus vous kiffez ce délire à fond. Honnêtement, oui, c'est mémorable, c'est absurde, ça vole des tours, c'est un vrai kiff et je m'attendais pas à autant apprécier ce film. Et c'est qu'1h30, je crois, un truc comme ça, 1h25. Donc honnêtement, vous allez vous en rappeler et c'est un bon divertissement comme on aime. Ensuite, toujours côté Orelsan, j'ai vu Zaya Samurai, qui est là une très belle découverte aussi. C'est l'histoire d'un samouraï déchu qui veut éviter le seppuku, donc le sacrifice, le suicide quoi. Et pour ça, il doit faire rigoler un enfant triste. Donc là, ça devient une sorte de fête foraine humiliante pour ce mec, dont même l'enfant du protagoniste, lui, on va lui dire de se suicider parce que c'est tellement humiliant ce qu'il fait que c'est mieux de se suicider que de vivre ça. Donc afin de préserver son honneur, il va être tiraillé entre faire un plaisir à son enfant et en même temps, littéralement vivre Jackass en direct. C'est un film un peu sur l'honneur, la famille, le fait d'être un père et inversement. D'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour être une fille dans ce genre de situation, dans ce Japon féodal très particulier? En fait, ça déconstruit complètement la figure mythique du samouraï. Il y aura plein de scènes où tu dis mais en fait c'est juste ridicule ce qu'ils font faire à ce mec, mais en même temps il faudra gérer le deuil, la dépression dans une œuvre avec beaucoup d'humour noir qui devient de plus en plus triste et musicale. La fin est assez marquante pour ça d'ailleurs. Ça se passe très bien en termes de rythme grâce au jeu, grâce aux enjeux aussi, mais il y a une vraie mélancolie qui s'en dégage qui est appréciable et je pense que beaucoup d'entre vous vont beaucoup aimer le film, vont beaucoup aimer la fin, vous allez clairement vous en rappeler. Il y a une vraie réflexion sur la vie, la mort et tout. Je pense que vous allez aimer, donc foncez sur Zaya Samurai. Dernier film qu'a conseillé Orelsan que je n'avais pas vu, c'est Away We Go de Sam Mendes, et j'ai officiellement terminé la filmographie de Sam Mendes et ça fait plaisir. En gros, c'est l'histoire de parents qui sont en quête d'une ville parfaite pour élever leurs enfants en revoyant leurs anciens amis à travers le pays, et d'ailleurs plusieurs pays, États-Unis, Canada. C'est à la fois très joli, il y a pas mal d'émotions, il y a des idées de la part du réalisateur, mais ça reste assez basique. Je trouve ça fait un petit Sam Mendes, mine de rien, c'est un film mineur pour sa carrière, mais la force réside vraiment dans l'alchimie entre les acteurs, les surprises dans ce road trip introspectif, des amis du couple qui en disent long sur leur passé et tout, c'est pas mal, mais c'est aussi un film sur la transition, la parentalité, le stress de correctement fonder une famille avec le mariage comme un peu pierre angulaire d'une relation saine, t'as l'impression. C'est la recherche en fait de la maison, d'un cœur, d'un endroit pour créer, fonder une famille. C'est très sympathique, honnêtement. Mais rien à dire, c'est sympathique, touchant, c'est pas révolutionnaire, c'est court aussi, ça se regarde bien. Je capte ce que Sam Mendes voulait faire là. Je pense que les gens qui sont parents vont adorer. Moi, je suis un peu passé à côté parce que je suis pas père de famille et c'est pas un truc qui m'intéresse forcément. Donc, je suis moins dedans. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui vont adorer juste pour ça. Donc, Away We Go, je peux vous le conseiller, c'est sympa. Ensuite, je suis allé voir le meilleur film français de l'année d'après moi pour l'instant. C'est en tout cas mon préféré. C'est L'inconnu de la Grande Arche, l'histoire de l'architecte du cube de la défense. Alors déjà, moi j'adore les films sur des génies qui essaient de mener à bout des projets, mais l'approche cynique et surprenante m'a fait adorer le film pour le coup. C'est vraiment un inconnu au bataillon qui va devoir faire preuve de confiance en lui et d'autorité face à toute la machine bureaucratique, politique française, alors qu'il parle à peine la langue. C'est ça qui est intéressant, c'est un Danois random qui gagne le concours d'architecture pour le cube de la défense. Et il arrive en France, il parle à peine la langue, il doit faire face à littéralement le président de la République, Mitterrand à l'époque, il doit faire face à la politique française. C'est hyper particulier, c'est ça qui est fort. En fait, c'est l'histoire d'un artiste qui a un rêve et un but ultime dans la vie, en tout cas de son point de vue. C'est ça qui va lui faire du mal, c'est qu'il va délaisser tous les autres aspects de sa vie pour faire face à ces parasites qui sont en train de s'opposer à lui et en même temps qui essaie d'accomplir ce rêve ultime. C'est le but de son existence. D'un coup, en fait, il était même pas prêt pour cette étape de sa vie et c'est devenu la chose la plus marquante de son existence. C'est ça qui est très très fort et c'est bien parce qu'il y a une vraie rivalité, amitié avec le personnage de Swan Arlo qui est cool, qui est humaine. Il y a un truc avec sa femme aussi qui est très bizarrement triste et à la fois beau. C'est ça qui est fort dans l'œuvre, c'est que c'est un film sur l'art de manière générale, la machine qui détruit l'art, les manigances, les trahisons, l'amour, et tout ça rempli d'un symbolisme visuel qui est très fort, qui remet beaucoup en perspective les dynamiques de force. Ça évite, je trouve aussi, l'académisme, vous savez, au service d'une narration plus visuelle. Ça aurait pu être un biopic, entre guillemets, simple et bête, mais au final, il y a beaucoup d'idées de mise en scène, une musique qui mène vers l'avenir plus qu'autre chose, surtout par rapport à ce projet titanesque qui devait ressembler à l'avenir, en fait, la défense, le quartier.
Ouais, vous savez, les bureaux et tout, ça devait être l'avenir du monde. Et je vais me rappeler de beaucoup de séquences pendant très longtemps, surtout grâce au dialogue. Ça s'ajoute peut-être un peu trop poétique à certains moments, mais ça fonctionne. Et l'acteur principal, hein, Claes Bang, il porte clairement le film. Il est formidable dedans, donc c'est un grand projet qui vole des tours, qui est marquant. C'est le meilleur film français de l'année, il y a tellement de choses à analyser, à discuter sur la relation et tous des personnages, sur le symbolisme visuel, mais c'est un grand film français, donc honnêtement, foncez dessus parce que c'est magnifique. Vous allez, je pense, adorer, il est encore en salle, donc allez-y. Après, j'ai vu un film français qui n'a absolument rien à voir, hein. C'est Reflet dans un diamant mort. Alors je l'avais raté en salle, je l'ai vu là en VOD. C'est trop bizarre parce qu'en fait, c'est une sorte de James Bond caricatural, mais aussi très premier degré de cette époque-là, mais le James Bond, vous savez, de Sean Connery. Parce qu'en gros, on va suivre une sorte d'agent d'espionnage un peu plus âgé qui doit quand même accomplir ses missions, mais en même temps, il y a des sortes de parallèles avec une sorte de méchant, d'antagoniste, des flashbacks par rapport à sa vie d'avant, par rapport à ce qu'il représente, qui il est, ce qu'il faisait. C'est très particulier comme film, et surtout, ce qui est vraiment marquant, c'est que visuellement, il va tenter 1000 trucs à la fois. Ça dure 1h20, hein, c'est très très court, mais en vrai, ça va être une ambiance à la fois presque parodique de James Bond, mais vu que c'est premier degré, méga gore, méga violent, il y a un côté giallo italien, de toute façon il y a beaucoup du film qui est en italien aussi, qui va mélanger tous ces aspects pour raconter l'histoire d'un homme, d'une époque, d'une mission. Il y a ce côté guerre froide aussi qui revient beaucoup, espionnage, nucléaire, la quête des diamants, avec le côté Bond girl, il y a beaucoup de nudité. En fait, c'est une sorte de James Bond trash à la française, mais avec beaucoup d'idées stylistiques. En termes de visuel, on dirait plus un film psychédélique avec plein de sang, un montage très particulier. C'est une expérience qui, je pense, en salle aurait été géniale. Moi, je l'ai vu à la maison, c'était quand même très très bien. Mais ça qui est marquant, c'est qu'il y aura tellement de trucs différents, étranges à chaque fois. Et je comprends pourquoi le film a pas très bien marché, parce que c'est tellement particulier comme film, comme œuvre. Mais juste en termes de mise en scène, il y a une idée à chaque plan, quoi. C'est tellement généreux, ils ont tenté tellement de choses, ça marche émotionnellement, la fin, il y a un vrai truc. Honnêtement, il y a un truc, ce film. Il y a un truc parce que voilà, c'est un film d'espionnage comme j'en ai jamais vu, parce qu'à la fois ça fait sa mission d'espionnage, et en même temps ça va raconter l'histoire de ces gens à travers le temps, à travers une époque, à travers un moment, et en même temps ça va parler d'un pays, ça va parler de ses quêtes de personnages, de leur mission, de qui ils sont, pourquoi ils vivent. Ça va très très loin, je trouve, et c'est ça qui est fort, ça qui est touchant, et c'est ça que j'ai personnellement beaucoup aimé dans le film. Il est marquant, c'est dur d'en parler parce que c'est une expérience vraiment auditive, visuelle, assez forte. C'est 1h20 de, à chaque fois, plein de tentatives trop bizarres et vraiment psychédéliques à certains moments. Et c'est à la fois un thriller, un film d'espionnage, c'est trop bien. Honnêtement, c'est trop bien, mais c'est un vrai kiff, mais ça va pas plaire à tout le monde parce que c'est tellement niche, tellement particulier, mais je n'ai jamais vu un film d'espionnage comme ça. Donc moi, j'étais happé, j'étais content, le projet m'a plu, donc honnêtement, je ne peux que vous le conseiller. Il doit être disponible en VOD maintenant pour tout le monde, en tout cas en France. Si vous êtes francophone d'autre part, je sais pas, mais en France, il est facilement accessible aujourd'hui. Regardez-le, mais c'est une expérience quand même unique. Attention à vous, c'est peut-être le film le moins accessible de la liste parce que c'est quand même un truc étrange, voilà. Et je crois que c'est le premier film que j'ai vu des réals et j'ai envie de voir la suite parce que celui-ci m'a vraiment plu, mais à petite dose, quoi. Genre 1h20 c'était bien, plus je pense que j'aurais pété un câble, mais ça qui est fort, c'est que c'est une vraie expérience visuelle avec beaucoup de développement de personnages, de symbolisme. Ça arrive à raconter beaucoup de choses et c'est très fort, donc honnêtement j'ai beaucoup aimé. Et j'ai envie de parler d'un truc que j'ai pas du tout aimé pour le coup, qui n'a rien à voir. C'est une série télé, j'ai vu la saison 2 de Has Been Hotel. Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé la saison 1. La saison 2, là, j'ai vraiment rien à dire. Je l'ai regardé, j'avais plus du tout le même entrain, le même dynamisme pour la saison 1, j'avais adoré parce que c'est l'hôtel, comment avoir la rédemption des gens et tout. La saison 2, ça parle plus de la guerre avec les médias, toutes ces choses-là. Il y a une vraie thématique par rapport à ça, la manipulation, la rédemption, comment on fait dans ce système, comment on change l'image des gens, beaucoup de politique, de marketing et tout. Et j'étais moins dedans, je sais pas pourquoi, peut-être moi ça m'a suffi à Has Been Hotel, j'étais en mode ok c'est sympa, j'ai moins aimé les musiques et je les ai trouvées moins mémorables, moins divertissantes. Normalement, j'aurais dû être à fond dedans en tout cas, mais là je l'ai regardé, je me suis dit ok, c'est sympa. J'étais plus avec les personnages, je m'en fichais un petit peu, le rythme j'étais plus du tout dedans. La diffusion était bizarre aussi, j'ai l'impression, je crois qu'il y avait 2 épisodes au début, puis 3, puis 3. Bref, j'ai regardé ça en me disant ok, c'est sympathique, mais il n'y a rien qui me reste en tête, que ce soit des moments de personnages. En fait, je pense que je vais devoir me remater ça un peu sur le côté, vous savez, juste pour entendre, que ce soit plus une expérience auditive pendant un moment. Mais je l'ai regardé sérieusement, et à chaque fois, ça me faisait rien. Je fais, ok, bah, je regarde Has Been Hotel, cool, sympathique. Alors, la première saison, et c'était catchy, j'avais des trucs dans la tête. Après, le délire comédie musicale, il marchait bien. Là, j'étais beaucoup moins dedans. Je sais pas si c'est moi, je devrais peut-être réessayer. Mais je sais pas si les fans d'Has Been Hotel ont moins aimé cette saison ou plus. Mais moi, franchement, j'ai pas détesté. J'ai regardé avec
un regard diverti, je dirais, mais ça ne m'a rien fait, quoi. Vraiment. Les personnages, leurs relations, l'intrigue. En fait, je m'en foutais un petit peu. Je sais pas pourquoi, cette fois-ci. Pourtant, j'ai tout regardé, voilà, sans détester, juste l'indifférence la plus totale. C'est un peu dommage. Je pense que je vais écouter un peu l'album, voir si les chansons de l'album me plaisent au final, et ensuite peut-être revoir la série, parce qu'en fait, Hazbin Hotel, j'avais grave kiffé la première saison, et là, juste, ok, sympa, sans plus, et ça, c'est toujours un petit peu décevant. T'as envie d'éternellement aimer un projet, au fait, mais là, malheureusement, c'était pas le cas. Maintenant, faut parler un peu du film, on va dire de la semaine, entre guillemets, sauf Zootopie, mes critiques de Zootopie demain, c'est Bougonia. Alors, Bougonia, c'est l'histoire, donc, d'un homme full conspirationniste, interprété par Jesse Plemons, qui va kidnapper une PDG, car il est convaincu que cette PDG est une alien d'une autre planète qui est venue faire quelque chose sur Terre, et il est convaincu, donc il va la kidnapper, la mettre dans sa cave et la torturer. Grosso modo, c'est ça. Donc c'est une adaptation d'un film qui s'appelle Save the Green Planet, un film coréen que je n'ai pas vu pour le coup, donc je découvre l'histoire avec Bougonia, et je sais pas c'est quoi la différence entre les deux projets, mais voilà, j'ai vu Bougonia en salle, en avant-première, là, public, avec plein de monde, et j'ai trouvé ça ok. J'ai trouvé ça sympathique, parce qu'en gros, moi, il y a plein de choses que j'aime bien. Alors, c'est peut-être le film aussi le plus accessible de Yorgos Lanthimos, parce que vraiment, il fait rien de bizarre. C'est très classique. En fait, j'avais plus l'impression de voir parfois un film des frères Cohen. Vous savez, le délire un peu à l'américaine, rural, avec l'humour noir, les thématiques sociales, politiques et tout, plutôt qu'un film de Yorgos Lanthimos, parce que là, vraiment, il en a pas du tout fait des caisses. Alors, il y a des passages plus lanthimosiens, j'imagine, mais celui-ci, il m'a un peu laissé dans l'indifférence la plus totale aussi, dans le sens où c'était bien fait, c'était bien rythmé, j'ai pas vu les 2 heures passer. Pour le coup, j'ai pas été très fan de la fin, que je trouvais très prévisible et pas trop intéressante. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est un peu la déconstruction du mythe de la conspiration. Donc le personnage de Jesse Plemons, lui, il va penser que cette femme, elle est complètement différente des autres, une vraie alien, parce qu'il a des problèmes dans sa vie. J'ai pas envie de révéler les problèmes dans sa vie, voilà, ici. Mais en gros, voilà, il y a des problèmes de famille, sa mère et tout. Mais le truc intéressant, c'est que cette femme, PDG, en fait, représente quelque chose qui est alien pour nous, soyons honnêtes. Les gens riches. En fait, les gens riches, nous, on peut pas s'identifier à eux. Ils sont tellement riches, tellement déconnectés, tellement dans un autre monde, qu'on peut pas du tout s'identifier à eux. Donc pour nous, en fait, c'est un peu des aliens qui sont en train de travailler pour l'argent, principalement, mais en faisant du mal aux communautés. Et vu que cette meuf-là, elle garde une sorte de main très forte sur la région, parce qu'elle est la PDG de cette entreprise, elle gagne beaucoup d'argent avec la région parce que ses clients sont là. En même temps, elle investit énormément dans la région et elle tente des expériences bizarres sur les gens dans la région. Elle fait du mal à cette région américaine, mais vu qu'elle rapporte tellement d'argent, politiquement, tout le monde est de son côté. C'est ça qui va être fascinant. Donc en fait, c'est une riche, déconnectée, qui fait du mal aux gens. Donc c'est une alien, un peu. Mais est-ce que c'est une vraie alien au sens propre du terme, genre qui vient d'une autre planète? C'est un autre débat, vous avez qu'à voir le film. Mais c'est ça qui va être intéressant, c'est que le parallèle entre un mec pauvre qui galère avec sa famille, quelqu'un qui a un handicap mental à côté de lui et tout, voit cette meuf-là comme une alien. Et la manière dont lui se réconforte dans la vie, c'est en se disant, ok, cette meuf est une alien. C'est ça, il a besoin de ça pour s'aider, et ça déconstruit au fait d'où viennent ses traumas, d'où viennent les problèmes, comment t'arrives à détester ce genre de personnage, de femme et tout. C'est ça le propos du film que je trouve ok par rapport à ça. En termes de mise en scène, ça qui m'a un petit peu déçu, c'est qu'il n'y a pas trop eu d'idées. En fait, il est super bien rythmé, et je pense que ça c'est grâce au scénario surtout. En termes de cinéma, il a rien tenté de, je trouve, d'extravagant, de nouveau, de fort, de fascinant. C'est un bon film efficace qui fait tout convenablement, et ce qui est intéressant, c'est vraiment le parallèle entre cette femme-là qui est kidnappée, qui elle dit qu'elle n'est pas une alien, et qui va commencer à jouer le jeu de l'alien. Parce qu'en fait, le mec est tellement convaincu que c'est une alien, que le seul moyen de s'échapper de cette cave, c'est de jouer le jeu, de se dire, ok, en fait, je dois faire l'alien si je veux survivre. Et ça, forcément, c'est un débat, c'est intéressant, il y a un truc philosophique par rapport à ça, il y a un jeu qui se crée entre les personnages, des dynamiques de manipulation, de mensonges et tout, qui sont bien, pour le coup, mais pas nouvelles, pas fascinantes. Et pourtant, j'ai pas vu l'original, donc je sais pas ce que donne l'original, mais c'était juste sympathique à voir de ce point de vue-là. Il y a rien de surprenant, parce que tu dis, ok, c'est Lanthimos, et tu vois le truc qui est cousu de fil blanc tout le long, c'est pas du tout prévisible, en fait c'est trop simple malheureusement, et c'est ça qui me déçoit parce que le concept est trop bien, un mec convaincu, full conspiration, en plus il y a des passages de la Terre qui attend une sorte d'éclipse, et la Terre est ronde au début, et plus le mec tombe dans la conspiration et tout, plus la Terre va s'aplatir, et c'est très drôle à voir ce genre de truc, il y a plein d'imageries comme ça parlait un peu d'internet, il y a ça le mec qui était gamin, il a vécu des trucs horribles et tout, donc en fait il déconstruit vraiment ce que c'est d'être complètement fou, de perdre la tête à cause des réseaux, à cause d'internet, à cause de sa famille, à cause aussi des PDG de boîtes, parce que c'est à cause de cette PDG là que ce mec souffre aussi et que la région, la communauté souffre. Donc en fait c'est à la fois une sorte de film
qui a pris la vision d'un mec qui souffrait, qui en a fait quelque chose de conspirationniste, de mauvais. Et en même temps, il y a un truc un peu révolutionnaire par rapport aux PDG qui veulent buter parce que c'est tous des connards, mais il veut les buter parce que lui, il pense que c'est une alien plus qu'un connard. Et en fait, il veut même pas la buter au final, il veut juste être en contact avec elle parce que il veut une échappatoire de sa vie. Donc c'est un personnage qui est intéressant à déconstruire et tout, mais fatalement, c'est juste ok quoi. C'est ça. En fait, il y a rien qui m'a surpris, il y a rien qui m'a étonné. C'est un bon film qui fait le taf convenablement. En termes de musique, c'est ok. En termes de mise en scène, c'est ok. En termes de scénario, c'est ok. Il n'y a pas un plan qui va être mémorable. Oui, c'est un peu d'humour noir, c'est sympa. Pour moi, c'est une sorte de film des frères Cohen, plus que... Mais frères Cohen, voilà, pas exceptionnel, hein, mais un bon film des frères Cohen plus qu'autre chose. Plutôt qu'un Lanthimos. Ils tentent un truc un peu différent. Ouais, Maston est bien, Jesse Plemons est très bien. Ils sont tous très bien, les acteurs. En fait, tout est bien fait, sans plus. Moi, ça m'a pas marqué, ça m'a pas choqué. J'ai pas trouvé ça incroyable. J'ai été diverti. Et je me suis dit, ok, sympathique. Mais moi, j'aime pas la fin. Je trouve qu'elle gâche un peu le propos de l'œuvre. Et c'était trop prévisible pour Lanthimos aussi. Donc voilà, c'est pour ceux qui veulent voir Bougonia, c'est un bon moment. C'est pas une révolution, c'est sympathique. Elle va pas être nommée pour un Oscar cette année. Maston, je pense pas. Hein. Jesse Plemons, à la limite, pourquoi pas, parce qu'il a vraiment un truc où il fait pitié, il est touchant, t'as envie de l'aider, mais c'est aussi un énorme conspi complètement paumé. Mais il y a une sorte d'humanité par rapport à lui. Donc en fait, c'est vraiment bien de tous les niveaux, mais ça va jamais au-dessus. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Donc oui, je peux vous conseiller Bougonia. Mais fatalement, je pensais à enfin une critique, vous savez, une seule critique du film pour aller en détail. Mais le film m'a pas inspiré, quoi. Je me suis dit, ok, c'est bien. Je suis curieux de voir l'original Save the Green Planet, voir à quel point c'est différent. Peut-être dans les commentaires, vous pouvez me dire à quel point c'est différent et tout. Mais oui, je peux conseiller de manière très tiède ce projet parce que, allez, pourquoi pas, mais ne foncez pas en salle non plus. De toute façon, il est disponible en VOD dans plein de pays déjà, c'est un peu particulier. Donc pas non plus la plus grosse recommandation de ma vie. Mais avant de passer en spoiler, pensez à mettre un j'aime sur cette vidéo, pensez à suivre la chaîne, abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Twitch, Instagram, TikTok, Spotify pour plein de contenus supplémentaires. Et maintenant, je vais spoiler Bougonia, donc ceux qui n'ont pas vu Bougonia, partez parce que je vais spoiler dans 3, 2, 1, c'est parti, je spoil. Le fait qu'elle soit une vraie alien, je m'attendais à ça parce que c'est Lanthimos, donc c'est évident. J'aime bien l'idée de la Terre en fait plate et que la conspiration soit vraie, mais le film aurait été bien plus dramatique et touchant et fort si le mec était vraiment dans le délire conspiration et que tout était faux, quoi. Parce qu'en fait, il aurait fait souffrir cette femme, il aurait fait souffrir sa famille, il aurait fait souffrir sa mère qui l'a buté, il a été violé par le flic, visiblement, au début de l'œuvre. En fait, là, il a raison. C'est devenu un tueur en série à cause de ça. Et ça aurait été bien plus tragique de voir littéralement ce mec, pourquoi il est devenu un tueur en série, pourquoi il représente ça à cause du système, à cause du capitalisme, à cause de ces gens-là, de ce monde qui a délaissé, vous savez, cette maison en ruralité et tout, ça aurait été intéressant. Ça aurait été bien plus tragique. Ou alors une fin ouverte. Là, le côté, ok, c'est des aliens, c'est un peu drôle, humoristique, l'humanité ne mérite pas d'être sauvée. T'as ce passage à la fin où toute l'humanité est tuée. Je comprends le point de vue misanthrope, cynique de Lanthimos qui dit qu'au fait, l'humanité doit mourir. Mais je pense que c'est plus tragique de laisser la chose ouverte, de se dire, ok, c'est peut-être une alien, et d'ensuite déconstruire encore plus le personnage en se disant, ok, le mec a vraiment pété un câble, et on saura jamais si c'est vraiment une alien, parce que c'est pas le but du film, en fait. Le but du film, c'est pas de savoir si c'est une alien ou pas. Le but du film, c'est de se dire, ok, pourquoi ce mec est devenu comme il est, et c'est la faute de qui? Et la faute de qui? C'est le système. Le système qu'il a abandonné, Internet et tout, il a complètement pété un câble, personne l'a aidé. Il a son frère en plus, qui a un handicap mental et tout, il y avait un truc à déconstruire par rapport à ça. Et au fait, le film à la fin se dit, ok, c'est une alien, elle va buter tout le monde. Ok, bon, why not, hein? Why not? Non mais sincèrement, pourquoi pas? Mais je vais pas m'en rappeler, en fait c'est moins tragique, c'est plus humoristique et tout, sympathique. Et vu que c'est Lanthimos, c'est cramé à des kilomètres que ça allait être ça. Donc la surprise n'existe même pas. Typiquement ce genre de film qui aurait été plus fort avec une fin ouverte. Et voilà, Lanthimos il s'est fait kiffer, c'était rigolo à la fin, pourquoi pas. Bon, ok. Honnêtement, le mec qui se suicide à la fin avec sa bombe, en fait il s'est pas suicidé, c'est juste qu'elle a appuyé sur le téléporteur et elle a dû appuyer sur un truc qui l'a fait exploser. Mais ça aurait été bien plus tragique si le mec se suicide dans un placard, en fait. Ça aurait été plus touchant, plus drôle. Après, c'est pas le film, je comprends bien. Mais moi, du coup, c'est moins bien en tant que film. Je sais pas si l'original fait ça aussi. Faut que je me le mate, hein, pour le coup, l'original. Donc, ça m'a moins marqué. La fin, pour moi, était... c'est pas qu'il a gâché le film, mais je pense que j'aurais plus apprécié le film si la fin était plus ouverte, si le propos était vraiment sur ce mec-là, plutôt que là, en fait, l'alien et tout. Pourtant, j'aime bien la fin, le parti pris de montrer, genre, le monde tué, ça a dû coûter cher, il y a plein de figurants différents et tout, il y a un truc, il y a un point de vue cynique sur l'œuvre et tout, voilà, les aliens sont là, la Terre est plate, on détruit tout et puis basta.
En fait, voilà, c'est Dieu qui nous détruit, en même temps, c'est la main de l'homme qui nous détruit. Je comprends le symbolisme, j'ai bien capté. Mais moi, ça me saoule. Honnêtement, moi, à ce stade, ça me saoule. Il y a des gens qui vont adorer, des gens qui vont détester. Moi, je trouve que le film est bien, mais la fin, pour moi, elle aurait pu être tellement meilleure, tellement plus intéressante. Du coup, ça fait un bon film. Je crois que je vais mettre 3 sur Letterboxd, un truc comme ça. C'est bien, c'est un truc que je peux conseiller aux gens. Mais personnellement, je vais pas forcément m'en rappeler toute ma vie. Mais c'est bien fait, quoi. Donc, mais pas plus pour moi. Donc, j'attends votre avis dans les commentaires. Avez-vous adoré cette fin? Avez-vous adoré le film? J'ai envie d'avoir votre avis. Dites-moi. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.